Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Pour le 15e épisode de Sensoscopie, je reçois Hugo Paul, dont le livre « Faire tribu », un récit pour renouer avec la puissance du collectif, est sorti cette semaine. L'intelligence sensorielle d'Hugo nous interroge. Pourquoi avons-nous perdu l'habitude de faire société? Comment recréer du lien et de la confiance? C'est quoi le concept d'un écotone et l'importance du feu de camp? Hugo partage sa vision du collectif. Il nous parle du mouvement des vulnérables et de l'importance de l'être sur le faire. Vous allez aimer le chemin personnel et engagé de mon invité, que je laisse sans plus attendre se présenter. Je suis Hugo. Je suis un explorateur de communauté. Explorateur de communauté. Oh là là, je suis curieuse de savoir ce que ça veut dire, explorateur de communauté. Mais avant qu'on aille explorer les communautés, j'aimerais bien qu'on explore déjà ta communauté de quand tu étais enfant. Ça te va? Avec grand plaisir. T'es demandé d'amener une photo de toi quand t'avais... T'as quel âge sur cette photo? Je dirais 5-6 ans. 5-6 ans. J'ai un pyjama de dinosaure, donc je dirais que c'est plutôt cet âge-là. Faut qu'on regarde en quelle année la collection, je sais pas laquelle, avait le pyjama dinosaure. Ah, ce petit garçon, quand tu reconnectes à lui, tu le sens? Tu sens qu'il est toujours présent en toi? Ouais, je sens qu'il est toujours présent. J'essaie de plus possible de me rattacher à lui. Notamment, moi, c'est un élément de mes prises de décision quand je dois prendre une grosse décision. J'invoque 2 personnes, mon moi de 5-6 ans. Donc lui Et mon moi de 70 ans. Et je me demande qu'est-ce que ces 2 personnes feraient à ma place. Ah non mais... c'est un outil que m'a partagé mon mentor et ami Mathieu Dardaillon. Ah mais bien sûr. Et je l'utilise très souvent maintenant. Ah, je pense qu'il a dû le mettre dans son livre, Mathieu, comme clé anti-chaos. Il me semble, oui. Son dernier livre qui est sorti là aux éditions Erol. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a une pièce de théâtre qui est sortie cet hiver, non, qui n'est pas sortie cet hiver d'ailleurs, une pièce de théâtre qui est sortie en 2022 de Wajdi Mouawad, D'accord. le directeur du Théâtre de la Colline. Mhm. Et la première scène, c'est lui à 9 ans qui parle à lui à 75 ans. Parce que, voilà, et c'est le fil conducteur de lui avec 5 histoires différentes, parce qu'il est parti au moment de la guerre du Liban. D'accord. Et donc, 6 étaient restés au Liban, 6 étaient allés au Canada, 6 étaient allés retrouver les cousins, 6 étaient allés en Italie, tu vois. Et donc, il fait vivre les 5 destins de ces 5 fantômes de lui-même, mais qui n'ont pas existé. Ouais. Mais il te les fait vivre quand même, pour montrer que la racine carrée du verbe être, au-delà de la réalité du destin, comment ça vient jouer le trauma d'un petit enfant qui quitte tout sous les bombes et la guerre et a des visions assez trash. Effectivement, d'avoir en conscience assez jeune sa finitude, je trouve que c'est une maturité exceptionnelle d'interroger ça. Oui, puis je me dis que la vie c'est aussi des cycles et donc voilà, ce que je vis
à un moment, à un instant, et donc la décision que je prends là, elle est aussi éphémère et que forcément elle peut avoir des conséquences sur la suite, mais que je pourrais aussi vivre d'autres choses à d'autres moments de ma vie. Et donc voilà, de me rappeler qu'il y a un début, une fin et qu'entre deux, il y a différents cycles. C'est un peu comme ça que je vois ma vie en ce moment. Et donc ce petit garçon là, si tu te replonges avec lui, parce que finalement tu es familier, Ouais. puis lui il a existé. Alors Il il vient du passé et en même temps il est présent, hein, Ouais. et ça construit un futur du coup on imagine, enfin, je ne sais pas si tu as une vision, quelle vision tu as mis de toi âgé? Est-ce qu'il y a un grand-père ou est-ce que c'est vraiment toi que tu te projettes âgé? Je dirais que je suis assez biaisé sur ça, donc je me projette âgé. Et puis c'est surtout moi un moyen de me mettre dans une posture de quoi je veux être fier plus tard, en fait, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Et donc ça m'aide beaucoup, notamment sur mes décisions professionnelles et de peut-être laisser moins de place et de laisser plus de place à l'être et moins au faire. C'est souvent celui-là qui me dit ok, en fait, toutes les choses que tu dois faire, c'est pas si important par rapport à tout ce que tu dois être. Et après, pourquoi je dis que je suis un peu biaisé, c'est que voilà, moi j'ai vraiment, et je le sens en moi, cette envie d'être père. Et donc forcément, à 70 ans, je m'imagine grand-père. Et donc il y a toute cette part de moi qui a envie d'avoir de l'impact, certes pour le monde, mais aussi et surtout pour mes proches et ma famille. Bien sûr, bah, les liens affectifs entre l'amour universel et l'amour conditionné d'une relation affective qui construit les familles. Et on voit ce petit garçon, alors c'est quoi son environnement de lien affectif à lui ici, là? Le meilleur environnement qu'on peut imaginer, hein. J'étais dans une famille extrêmement aimante, avec une petite sœur qu'on voit sur la photo, qui a un sacré sourire aussi, et un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, qui est un génial grand frère qui m'a toujours accompagné et qui m'a toujours permis d'avoir la liberté que j'ai aujourd'hui. Ouais, on va dire que je suis le petit elfe libre de la famille, et ça, j'ai cette liberté-là grâce à ce grand frère. Et puis cette petite sœur qui apporte beaucoup de soins à toute la famille, et notamment à moi, son grand frère. Et puis après, des parents très présents dans l'amour. Enfin, j'ai jamais douté de leur amour, et ils ont surtout mis tout en place pour que je puisse grandir et être libre. Voilà, il y avait un peu ce cadre-là où, bon, eux étaient des cadres. Mon frère fait une école d'ingénieur, moi je pars en école d'ingénieur. J'avais un peu la route toute tracée de faire voilà, le rythme d'aller vers la vie de famille avec la maison dans le quartier, le Labrador. Tu savais déjà ça quand tu étais enfant comme ça? Parce que moi, c'est lui qui, dans sa perception et sa sensibilité, que je ne sais pas si... Là, Ouais. tu vois, si on revient à lui... Si on revient à lui... Si tu te replonges dans son regard, qu'est-ce qu'il perçoit? Qu'est-ce qu'il ressent? C'est quoi sa perception de son environnement? C'est quoi la musique? C'est quoi les odeurs? C'est quoi son sens tactile? Tu dis qu'il est aimé, qu'il est choyé. Ouais. On sent qu'il n'a pas de manque. Il est stimulé dans sa créativité. Ouais, à cette époque-là, je suis surtout un grand fan de football. Et donc je passe mes journées à faire du foot, à jouer, à le faire de manière collective. Tu grandis où? Je grandis donc là, à cet âge-là, je devais être à Marc-en-Barœul, c'est une ville du nord de la France, près de Lille. J'ai un jardin, j'ai la chance d'avoir un jardin. Et donc ouais, je suis aussi juste à côté d'un stade de foot, donc du coup c'est très pratique pour moi pour aller à pied au stade. Donc tu tapes le ballon toute la journée? Toute la journée. Et j'aime lire aussi. Je lis beaucoup. C'était les Cabanes magiques que je lisais, donc c'était génial. C'était des personnes, un petit groupe, je crois que c'était 4 ou 5 d'enfants qui se mettent dans une cabane, qui les fait voyager dans des différents endroits.
Et ça, j'adorais. Ah, ça a nourri ton imaginaire énormément, ça. Ah oui, oui. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une cabane dans les arbres. Donc, Et les cabanes magiques, ils faisaient ça. Ils Ouais, allaient explorer le monde. Exactement, ils exploraient Ah le monde. ouais, C'est vrai donc que ton c'est marrant. influence, elle est venue de la cabane magique. Bah, je n'avais jamais mis des mots dessus, mais certainement, ouais. Ouais. Bah, c'est sûr que si tu as la disponibilité d'ouverture, de pouvoir jouer sans être contraint et de pas avoir de manque et de doute, bah, du coup, tu as une disponibilité à l'imaginaire. Hein. C'est la problématique de ne pas avoir d'imaginaire qui est un peu comme le rêve, hein, le dreaming dans certaines communautés que tu as peut-être rencontrées, on en reparlera, d'arriver à ouvrir, à préparer des portes. Hein. On voit bien que le rêve, quelque part, il nous permet de purger la réalité du quotidien et en même temps d'ouvrir des imaginaires pour que le lendemain, quand on se confronte à une réalité, il y a une espèce de bribe, de voie de passage qui nous permet de réinventer ou de s'échapper ou de rester, en tout cas, d'embellir, d'enchanter le monde. Donc toi, tu as eu cette possibilité de rêve par la lecture, c'est ce que je comprends? Oui, par la lecture. J'avais aussi des petites figurines, notamment de dinosaures, et donc je jouais pas mal aux dinosaures. C'est pour ça que tu as le pyjama dinosaure et les figurines dinosaures. Ouais. C'est marrant cette histoire de dinosaures, c'était la mode de l'époque peut-être. Ouais, c'est la grande mode. Hein. C'était Jurassic Park. Hein. C'était Jurassic Park, c'était le film Dinosaure, de Pixar. Donc mais c'est marrant parce que pour le coup, tu vois, ça fait aussi l'enfant qui parle au vieillard et les époques. Entre l'ère, tu vois, d'autres ères où il y aurait eu... Et donc, on fait des ponts aussi entre les époques et les âges. Ouais. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui habite. En tout cas, toi, tu as tes influences-là, on va dire, enfant. Oui, clairement. T'en vois d'autres, des influences comme ça, de séjour, je sais pas, chez les grands-parents ou des influences peut-être même gustatives ou je sais pas, de souvenirs de... pot-au-feu de la grand-mère, j'en sais rien. Ah bah, si on parle de cuisine, ouais, ma grand-mère, comme toutes les grand-mères peut-être, elle est très forte pour ça. Moi, mes grands-parents, du côté de ma mère, sont bouchers. Et du coup, très liés à la cuisine. Et surtout, ils nous rassemblaient avec tous mes cousins et mes cousines à toutes les vacances. Je les voyais aussi durant la semaine. Enfin, j'étais très proche de mes grands-parents et je le suis toujours. Et donc, moi, j'ai cette image d'être entouré de tous mes cousins et toutes mes cousines chez mes grands-parents. Et notamment, on avait notre repas préféré qui était le repas gaufre. Donc, attention à toutes les diététiciennes et diététiciens qui m'écoutent. C'était juste un repas où on mangeait des gaufres. Des gaufres au steak haché. Des gaufres sucrées avec plein de Nutella, des gaufres avec du sucre. Donc, comfort. C'était très comfort. Ouais, heureusement, je ne fais plus ces soirées-là en termes de diététique. Mais c'était des formidables soirées. Et après, on mettait toutes les couvertures par terre et on passait du temps ensemble sur les couvertures avec tous les cousins et les cousines. Donc, non, c'était, donc le partage, le collectif, la chaleur, le sucré, le réconfort, ça a vraiment construit ton ADN. Ah oui. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, ce que je trouve l'une des choses les plus belles dans ma vie, c'est de rassembler des gens autour d'une bonne tablée et qu'il y ait différentes générations dedans et qu'on échange. Qu'on échange parce que on est rassasié. Ouais. Et donc, quand on est rassasié, on peut réfléchir et imaginer. Exactement. Donc, tu as la bonne base de départ quand même. Hein. Et donc, comment tu as fait évoluer ce petit garçon là dans son... Donc, tu sens, il joue, il a les cousins, il les nourrit, sucré, salé. C'est ça. Il y a un déclic à un moment donné où tu te dis, il y a autre chose à explorer ou tu suis un fil tracé? Je vais faire plaisir à mes parents en disant ça. Hein. Mais ils sont tellement gentils. Mais je pense que j'ai toujours été un peu le rebelle. C'est-à-dire que... Ah bon? J'ai toujours aimé mais d'où t'es rebelle sur cette photo? Là, on me voit sourire, on me voit le petit bout de chou comme ça, mais j'avais un vrai sale caractère. C'est vrai? Ah oui. Mais parce que les rebelles, ils ont un sale caractère? C'était quoi comme caractère? C'était un caractère de quand je voulais pas quelque chose, je le voulais vraiment pas. Et donc je pouvais tourner. Crisais? Comment? Tu crisais? Je pense que je faisais un peu des crises, mais je faisais surtout du boudin. Je sais pas si ça se dit, dans le Nord on dit faire du boudin.
Voilà, et donc du Ah, coup, mais oui, bouder, c'est faire du boudin. voilà, donc on boudait. Donc ouais, je tournais. Trop de sucré. Le sucre, c'est pas bon, hein. Ouais, donc ouais, je faisais du boudin et. C'était pour faire plaisir à tes grands-parents bouchers. C'est certainement ça. Et après, et à côté de ça, j'ai surtout eu, je pense depuis toujours, cette envie d'être indépendant. J'ai eu une grosse quête d'indépendance. Tout petit, j'aimais bien faire tout seul. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte très récemment que c'était pas possible, qu'on fait jamais tout seul et qu'on a besoin d'avoir un collectif qui nous Bah, t'as soutient. vu le plaisir avec tes cousins? Et, donc c'est ça. le jeu foot, tu joues pas tout seul, hein. Voilà, et donc en fait, je pense que c'est cette nécessité-là d'avoir un collectif bien ancré qui nous permet d'aller explorer. Tu sais, il y a un dicton de l'île de Vanuatu qui dit les hommes, et donc, bon, c'était à l'ancienne, donc on veut dire les humains, mais les humains ont toujours été tiraillés par deux envies. La première envie, c'est l'envie du chêne, d'être ancré, de se poser à un endroit, dans un collectif. Et puis l'envie de la pirogue, d'aller voguer et d'aller explorer. En général, ils ont bâti la pirogue avec le chêne. Exactement. C'est la fin. Et pour trouver... tu m'as cassé ma suite. Excuse-moi, non, mais je c'est suis ça. désolée. Mais Recommence. c'est exactement ça. Non, parce qu'en plus, il y a la vision que pour t'aider à faire... pour trouver des gens pour t'aider à faire à construire la pirogue, faut pas leur dire tu vas m'aider à construire la pirogue. Faut les faire rêver que si on part de l'autre côté. Et pour ça, on va abstraire la pirogue. Excuse-moi, redis-le parce que je t'ai spolié ton état de chute. Je me tais. Donc quand même beaucoup d'ancrage sur cette... C'est marrant parce que tu vois, il y a toujours une chose, la tension entre une chose et une autre. Le jeune, le vieux, le tout seul, le avec, Ouais. le chêne ancré et le vagabond. Ah ouais, pas mal. Ouais, bah mes proches qui suivent un peu tout ce qui est astro, etc. Moi, je suis vierge, je suis du 7 septembre, et ils me disent que je suis exactement vierge, donc je sais pas du tout ce que ça veut dire. Du signe. Oui, mais je sais. Non, mais vierge, c'était un jeu de mots. C'est pas grave. Je vois que tu es très sérieux en fait. Bah, Non, du coup, je n'ai pas le jeu de mots. Bah, t'es vierge. Être vierge, c'est neutre, c'est un terrain vierge, c'est comme une neige immaculée. Okay. Donc, je suis vierge, je pars à la découverte. En fait, mon cerveau est en céphalogramme plat et je me lève tous les matins en ne sachant rien. Ok. Bah oui, du coup, il y a un peu de ça. Hein. Donc, c'est ça, la vierge, elle résorbe au fur et à mesure, elle accumule pas. C'est vrai? Est-ce que tu tries tout le temps ta tête? Oh oui. Faut voir mes carnets. Hein. J'ai besoin de trier, mais je me sens bien quand c'est cadré. Et ça me permet de sortir du cadre. En fait, j'ai besoin de cadrer pour sortir du cadre. Ah, c'est intéressant. Ouais. Effectivement. Donc, cet enfant grandit. Est-ce qu'il a des obstacles, des contraintes, un truc, tu me dis il est rebelle, donc déjà il en fait qu'à sa tête quand même, donc vous n'allez pas me dicter comment il faut faire, donc il y a quand même une confrontation assez tôt avec l'autorité peut-être extérieure. Ouais, l'autorité extérieure, c'est pas trop mon truc. Et pourtant, j'ai un lien si particulier avec l'autorité, c'est-à-dire que j'aime bien avoir, notamment dans un collectif, moi je suis assez persuadé qu'il faut des règles, de la structure, et du coup notamment des personnes qui les donnent. Et ça peut être fait collectivement, mais ensuite il faut des personnes qui soient gardiens et gardiennes de ce cadre-là. Dans d'autres systèmes de pensée, on pourrait appeler ça un chef ou une chef. Moi j'aime plutôt parler de gardiens et gardiennes de ce cadre. Et j'aime bien avoir ça. Comme les timekeepers un peu. Comme les timekeepers pour le temps. Mais par exemple, si on parle d'un collectif qui vivrait ensemble, c'est aussi un gardien et une gardienne du fait que ce soit propre, gardien et une gardienne du fait que tout le monde se sente bien, donc du soin. Et voilà, et c'est pas dans cette posture de chef d'aller imposer des choses, mais c'est de permettre à ce que justement les besoins de chacun et chacune soient répondus. Et donc voilà, on pose nos besoins et ensuite, une fois qu'on définit des règles qui permettent aux besoins de chacun et chacune d'être répondus, il y a quelqu'un qui est un peu le gardien et la gardienne de ça. Le service public? À l'échelle de l'État, c'est ça. Ok. Mais à l'échelle d'une maison, ça peut être en fonction, on peut donner des rôles en fonction des... Et d'ailleurs souvent ça, hein, et des fois c'est souvent des rôles qui sont non dits.
Voilà, souvent dans un collectif, moi je suis dans une coloc, là, il y en a qui vont être gardiens et gardiennes de la bonne humeur. Et on sait que quand il y a un petit coup de mou dans la coloc, en fait c'est eux qui vont veiller à ce que, voilà, mettre un petit coup de musique, ou justement un petit temps calme, de se dire bon pourquoi on ferait pas un repas de coloc ensemble. Ouais, c'est tous ces moments-là qui sont aussi importants. Ouais, c'est-à-dire que puissent s'exprimer dans le collectif les qualités principales de chaque contributeur. Exactement. Hmm. Donc voilà, sur ce côté-là, moi, cette grande tirade pour dire que ce rapport à l'autorité, j'en suis pas opposé, mais je pense qu'au-delà, en fait, c'est pas l'autorité qui me dérange, c'est d'être mis dans des cases. Des cases. Dans des cases de... T'as des ancêtres qui ont fait les bagnes à Cayenne. Non, je ça, rigole. ça, je sais pas. Des cases, c'est quoi des cases? Des cases de... faut que tu sois... Des boîtes, comme disait Pierre Rabhi. Voilà, des boîtes. Tu travailles dans une boîte et tu termines dans une boîte. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que j'ai fait moi... Tu avais peur d'être catalogué plus. Ouais, et toujours. C'est pour ça que quand tu me dis comment tu te décris... Ouais, je dis je suis explorateur de communauté, mais... C'est juste pour identifier, tu vois. Bien sûr, et il y a ce besoin-là et c'est nécessaire. Oui, mais c'est pas rien si j'ai inventé ce mot, ça n'existait pas trop. Explorateur de communauté. En tout cas, j'en ai pas croisé. Et donc voilà, je pense qu'il y a ce petit défi-là personnel et qui dit plein de choses. Hein. Mais... Donc on a ce petit enfant rebelle, ouais. Enfin, que tu nommes comme rebelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'être enfermé dans une case. À quoi tu le sais peut-être pas à cet âge-là, mais peut-être après, à quoi tu sais que ça se serre le plexus quand ça... voilà. Comment tu me dis je suis un rebelle? Est-ce qu'il y a un exemple de moment où tu as été rebelle et où tu as su qu'il y avait une puissance en toi qui devait créer son modèle? À quoi tu sais que tu étais rebelle? Parce que on sent une turbulence au niveau émotionnel. C'était pas possible pour toi. Donc tu sens bien qu'il y a un moment donné, tu as constaté que là où les autres s'adaptaient, toi tu pouvais pas. En fait, je le sens pas en contrainte. Je le sens plutôt en... Vas-y, je vais plutôt créer l'ouverture. Et justement, oui, ok. Mais à quoi tu le vois? À quoi tu le sais? Pourquoi tu dis je suis rebelle? Parce que... Enfin, en fait, j'utilise le mot rebelle, mais moi, il me va pas. Hein. C'est mes parents. Donne-moi un mot qui te va. Explorateur. Ok. Donc, tes parents ont dit, toi, tu es un rebelle parce que tu veux pas rentrer dans les cases, d'après ce que je comprends. Exactement. Et toi, tu as dit, non, je veux explorer d'autres chemins moins fréquentés. Ouais. Et ça, c'est parce que je pense que j'ai eu tout ce cadre de sécurité dont on parlait au tout début, d'être aimé, d'être soutenu. Et du coup, je me suis dit, en fait, je peux aller explorer. C'est parce que j'ai toutes les ressources là où je suis, que j'ai pas de manque, que en fait, je peux aller explorer d'autres... Super. Mais ta contribution aujourd'hui, ta sensibilité aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que l'intelligence sensorielle que tu as pu épanouir et qui aujourd'hui tend vers une exploration des communautés et te permet d'aller en ouverture du sensible, elle a été permise par ça. Mais enfin, moi, je suis contente de savoir que cette époque a aussi permis ça. Oui. Tu vois, pas que des gens qui veulent préserver leur acquis ou leur confort, mais que ça a permis une ouverture. C'est ça, en fait. Je suis d'accord, et j'en remercie tous les jours mes parents, mais voilà, à l'échelle d'une génération, je pense qu'il faut être vraiment... Enfin, en fait, tous les jours, je me dis à quel point je suis chanceux d'avoir été éduqué dans cette famille-là et d'avoir eu toutes les ressources qui me permettent de faire ce que je fais aujourd'hui et de continuer à le faire, parce que je vois plein de jeunes, et c'est vraiment, je pense, la majeure partie, qui, pour des raisons X ou Y, soit de ressources financières, soit de ressources émotionnelles, soit de passé aussi qui doivent gérer en fonction de leur histoire, n'ont pas cette liberté-là. Bien sûr, mais du coup, toi, avec cette conscience-là,
comment tu maries ce qui te touche avec ton ambition? Pour moi, c'est une perpétuelle quête d'alignement. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai cette vision de la société qui se construit au fur et à mesure, bien sûr, que je grandis. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je n'avais pas la même vision à 15 ans, je l'aurais certainement pas la même à 35. Mais aujourd'hui, le monde que je veux construire et pour lequel je me lève chaque matin, c'est un monde qui soit plus fraternel, qui ait plus de fraternité, qui ait plus de sororité, qu'on arrive à mieux faire ensemble. On est dans une société qui est extrêmement fragmentée, où on est chacun dans des petits îlots individualistes, et ça, c'est pas de notre faute, c'est tout un récit qu'on nous prône. Et donc, mon but, c'est de retoucher, et de, notamment à travers du sensible, se reconnecter à cette puissance du collectif, à la fois au travers de ce que j'appelle nos tribus. Donc, nos tribus, c'est quoi? C'est notre famille, si on en a une, nos quartiers, nos associations, nos entreprises. Le local. En fait, ce qui nous entoure, local ou non. Je pense que le Ton local a une quand je dis grande ton importance. environnement autour de toi. Voilà, Tu vois, c'est-à-dire qu'on disait aussi soit le monde que tu veux voir autour de toi, mais traite ton environnement comme si c'était la planète. exactement. Et donc, il y a cette notion-là de faire tribu, se reconnecter à cette puissance du collectif. Mais si on fait que ça, pour moi, on est loin de répondre à l'entièreté du problème. Parce que ça crée quoi? Si on nourrit que uniquement nos tribus, bah on crée un monde qui est fragmenté, non pas individuellement, mais collectivement. Et donc, on a des petits îlots qui se créent. Et Les archipels. exactement, comme Jérôme Fourquet le dirait, des archipels. Et donc, aujourd'hui, mon but, c'est de créer des liens entre les îles de ces archipels-là. De dire, ok, faites collectif, faites tribu, mais aussi créer des liens entre vos tribus. Ok. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Ok. Et ça, pour moi, il y a différents leviers, mais il y a bien sûr, premièrement, un récit collectif, hein, c'est-à-dire, mais en fait, où on veut aller collectivement. Mais au-delà de ça, il y a surtout recréer des espaces qui nous permettent de créer du lien social entre ces différentes tribus, entre ces différents mondes. Et ça, bah, ça passe au travers de lieux d'échange, ça passe au travers aussi de médias intermédiaires, ce que j'appelle moi des médias traits d'union, qui vont permettre de parler à différentes personnes en même temps. Et donc on a besoin de ça, on a besoin de ces Quand lieux. tu On dis a besoin on, de ces... c'est qui? On, c'est le monde. Ah, c'est le monde. Donc en fait, toi, dans ton parcours euh, de vouloir explorer autre chose que les cases un peu tracées visiblement de ce que je comprends de ce que tu me dis, tu as donc voyagé dans le monde, j'imagine, tu as exploré différentes façons, peut-être une forme d'anthropologie vivante en fait, hein. Et donc de toutes ces expériences, tu reviens avec, c'est important de ne pas rester isolé dans notre entre-soi de chapelle selon nos besoins individuels, c'est-à-dire que finalement, les individus, avec le développement individuel, auraient créé des micros qui seraient séparés et qui, du coup, au lieu de s'allier, se feraient « moi j'ai raison, toi t'as tort ». Ok. Et donc, que tu voyais là un danger et que pour ça, c'est important de créer des endroits ou des médias ou des choses comme ça qui permettent que ces communautés dialoguent entre elles et donc apprennent à pas se faire la guerre en fait. Exactement. En fait, si tu vois, si je relie tout ça à toi, ta sensibilité, à ton parcours, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a eu, ces dernières années, énormément de travail qui a été fait sur le développement personnel, qu'on va toucher avec plein de choses différentes. Et je pense que c'est essentiel d'avoir du développement personnel parce qu'on ne peut pas faire collectif si on n'est pas connecté à soi. À savoir d'où on parle. Exactement. Mais que dans tout ça, on a un peu oublié parfois le développement collectif. Toi, le fait que tu te sois développé personnellement, quel impact ça a eu sur ta famille? Parce que c'est ça le premier collectif finalement. Exactement, moi ma première tribu c'est ma famille et bah justement moi dans mon parcours je suis vite, à mes 18 ans je suis parti de chez moi pour faire des études à Toulouse, donc vraiment à l'opposé de Lille où j'ai grandi
là-bas, j'ai bien senti que le fait de me détacher de ce collectif m'a permis de vivre plein de choses. Et à la fin de mes études, j'ai bien senti que, en fait, le collectif, la tribu sur laquelle je peux compter, bah, c'est ma famille. Et même encore aujourd'hui, si demain je me dis, il me reste plus, enfin, si j'enlève tout, qu'est-ce qui est le plus essentiel pour moi? C'est la famille. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir au quotidien? C'est forcément ma famille. Et donc, le fait d'être parti, ça m'a permis de me développer, de aussi changer ma vision du monde, changer ma manière de faire. Et quand à un moment je suis revenu, je me rappelle au deuxième confinement, je suis revenu chez mes parents avec ma petite sœur. Et là, en fait, j'ai senti qu'il y avait à un moment, bah, forcément, eu un décalage. Et il y a eu une phase de réalignement. Moi, je me suis ajusté, eux, ils se sont ajustés aussi. Et on a du coup grandi collectivement. Et aujourd'hui, voilà, moi, en allant étudier, notamment, je me suis beaucoup mis à la méditation. Et notamment, je suis aussi devenu végétarien. Et en fait, quand je suis revenu chez mes parents, le fait de mettre ça, bah, en fait, je suis trop content de voir qu'aujourd'hui, ils ont largement diminué leur consommation de viande. Et tes grands-parents bouchers, ils ont fermé? Bah, ils sont partis à la retraite. Mais ma grand-mère le comprend. Et au repas de Noël, elle me propose un repas végétarien. C'est génial. Ça montre qu'on peut avoir différentes manières de fonctionner au sein d'un même collectif. S'il y a des bases qui sont fortes, s'il y a une communication... Ils t'aiment? Ben oui. La cause, elle est acquise. Bah, pour moi, la base d'un collectif, c'est l'amour. Alors, comment tu crées de l'amour dans un collectif, au-delà de la famille nucléaire, enfin la famille de sang? Il y a la famille de sang et la famille de cœur. Comment tu crées, donc quand tu viens du sang, de la boucherie de tes grands-parents, comment tu crées des liens aussi forts qu'un lien, on va dire, de mémoire cellulaire, on va dire, appelons ça comme ça. Peut-être c'est une croyance, mais posons l'hypothèse. Créer un collectif où l'enjeu, le respect, l'amour, au-delà d'aller chez Ama ou dans un ashram, ou, tu vois, ou une tribu de survie sauvage, ou tu vois, par rapport à un cataclysme qui ferait qu'on doit faire société. Aujourd'hui, comment tu vois les choses? Déjà, pour moi, il y a un premier socle et qui va permettre l'amour, c'est d'avoir une vision commune. En fait, on va aimer les personnes si on se voit vivre dans le monde qu'on a envie de construire ensemble. Ça, c'est le propre des collectifs. C'est comme Greta Thunberg. Tu vois, si tu vois sa communauté, elle a la vision commune. Exactement. Si tu prends la communauté, une autre communauté, ils ont une vision commune. Ça, c'est pour définir une communauté. Ouais. Mais pour que ces communautés se parlent entre elles, parce que c'est ça l'objectif. Ah, pour que c'est ça ton objectif. À un moment que j'ai mal compris. Non, bah, c'est les deux. Okay. C'est de se dire comment, parce que aujourd'hui, par exemple, il y a plus de la moitié des jeunes qui se sentent seuls. Plus de la moitié qui souffrent de la solitude. Et donc, ça veut bien dire que même la première étape de faire ensemble, faire tribu, on commence à la perdre de plus en plus, et ça s'aggrave. Donc, c'est comment on arrive déjà à se relier à ce lien collectif. Comment on se dit, ah bah oui, en fait, entre, je caricature, mais passer du temps tout seul, c'est aussi important de passer du temps seul, mais entre rester tout seul ou passer du temps avec un collectif, bah aujourd'hui, on nous prône tellement que c'est mieux de faire seul, qu'en fait, on va passer du temps seul. Et notamment, la crise du Covid a fait beaucoup de mal à toute une génération sur comment on a perdu ce fait de créer du lien social. Il y en a beaucoup qui ont... Ça leur coûte de faire du lien social, parce qu'on a perdu ce lien-là. Donc, comment on se reconnecte à ça? Et ensuite, une fois qu'on a ça, qu'on a ces tribus, alors là, on peut passer à comment on fait du lien entre les tribus. D'accord. Et c'est les deux ensemble. Les étapes, oui, je comprends. Et donc, c'est pour ça que je parlais de la vision du fait de faire communauté. Et ensuite, pour moi, dans comment on crée de l'amour, il y a entre les communautés, du coup. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai lu dans un livre qui s'inspire des monastères pour réinventer l'économie. Et là-dedans, il parle d'un concept qui s'appelle l'écotone. L'écotone, c'est de base un concept qui est lié chez les environnementalistes
Et c'est un concept qui nous dit que là où il y a le plus de biodiversité dans l'environnement, c'est pas dans un milieu spécifique, c'est dans l'entre-deux de deux milieux spécifiques. Donc je pense que c'est en créant ces espaces-là qu'on va pouvoir en fait juste créer de l'échange. Et pour créer de l'échange, donc pour moi, il y a 3 piliers notamment que j'aimerais partager sur ça. C'est en fait, il faut que ces lieux pour qu'ils puissent exister, il faut qu'on se sente en sécurité avant tout. C'est la base, pyramide de Maslow. En fait, pour qu'on puisse échanger avec quelqu'un, on a besoin de sécurité, on a besoin de se sentir là. Ensuite, il faut de la légitimité. Il faut dire, en fait, dans cet écotone, bah ouais, en fait, je peux me sentir légitime d'y être. Et une fois que je suis en sécurité, je peux agir, j'ai le droit d'agir. Et donc, du coup, être légitime, c'est se sentir à sa place et sentir que les autres acceptent la place à laquelle je suis. Donc là, c'est bien ça. C'est de se dire, bon voilà, je me sens bien dans cet écotone et je peux interagir avec les personnes. Et enfin, le dernier point, je pense que c'est le grand mot peut-être du siècle, mot à la fois MOIT mais aussi MAUX, c'est celui de la confiance. C'est se dire en fait comment on crée de la confiance et une fois qu'il y a la confiance, se crée l'amour. Et je pense que ça va s'entretenir. L'amour ensuite va créer plus de confiance, etc. Mais j'écoutais un podcast d'un expert en relations qui disait, donc là c'est dans la thématique du couple, mais en fait il parle d'amour et donc je pense que ça peut se globaliser à tout type de relation. C'est en fait, il disait qu'un couple pour qu'il tienne, il faut qu'on sente que la personne veuille vraiment que l'autre se sente bien dans cette relation. Et qu'à partir de là, on peut construire plein de choses, on peut pas traverser plein de crises, etc. Mais à partir du moment où on sent que, même si parfois il est maladroit ou elle est maladroite, même si il n'a pas les bons mots, les beaux gestes au bon moment, si on sent qu'il fait tout pour que ça marche. Le fameux sentir. Parce que j'ai toujours eu du mal avec la vulnérabilité. Peut-être dans mon éducation masculine, hein, de voilà, être l'homme fort. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours eu du mal à être pleinement vulnérable, me dire ok, j'appartiens pleinement à un collectif et je suis interdépendant de lui. Ouais, je vois. Et donc là, je suis à une phase de ma vie, notamment, donc là après, donc, ce que je n'ai pas expliqué depuis le début, mais donc, moi j'ai fait 1 an d'exploration dans les communautés, où je suis allé voir plein de communautés différentes, où j'ai eu ce rôle-là de m'immerger dans les communautés, mais où c'était jamais mes communautés, donc j'étais toujours dans ce lien-là où... Voilà, toi, tu étais l'observateur, l'explorateur, l'anthropologue, quoi. Et en fait, quand je suis revenu, j'ai eu une année où c'était en 2024, l'année qui vient de se passer, où j'ai passé la plupart de mon temps à écrire un livre qui partage cette expérience-là. Et donc là, je me suis, moi, enfermé vraiment, j'avais cette image de l'auteur seul, et du coup, je me suis enfermé dans cette posture-là, alors que j'écrivais sur le collectif, et où je revenais d'une expérience d'1 an, où j'ai vu à quel point le collectif était puissant, et où c'était juste même nécessaire pour vivre. On a plein de besoins biologiques où on sent, où c'est scientifiquement prouvé, qu'on a besoin d'être ensemble. D'ailleurs, l'une des plus grandes études du bonheur de Harvard le montre. Ça fait 80 ans qu'ils suivent des personnes. Ils essayent de chercher les critères qui montrent à quel point des personnes sont heureuses et en bonne santé. Et c'est la force des liens, pas le nombre, mais la qualité des liens. Donc c'est des liens qui sont riches et sains. Tu es venu pour écrire l'abécédaire des communautés que tu avais rencontrées. Ouais. Donc là, tu t'es isolé, donc tu es passé d'une immersion dans le collectif à un travail introspectif de qu'est-ce que je fais de toute cette matière comme un créateur. Exactement. Et surtout à quel point donc en fait, si j'écris sur le collectif, c'est pas pour rien, c'est parce que moi, j'ai jamais réellement su faire collectif. Être pleinement dans un collectif. Tu as travaillé sur ta vulnérabilité. Ça, je sais moins faire. Et donc là, je travaille sur ma vulnérabilité. Okay. J'ai travaillé, je suis en plein processus. Super. Et c'est tout le travail que je fais et où je pense, je rencontrais avant-hier quelqu'un qui m'a parlé du mouvement des vulnérables, qui justement prône la vulnérabilité au sein du corps dirigeant, mais aussi plus globalement dans notre société, d'assumer notre vulnérabilité pour mieux aller dans le monde. Et moi, je le prends dans mon concept qui est de mieux faire ensemble. Je pense qu'on ne peut pas faire ensemble si on n'accepte pas d'être vulnérable. L'histoire de sensibilité, c'est intéressant parce que tu vois, on est sur cette intelligence sensorielle. On est parti de ce petit garçon avec
quelque part sa plénitude, Mhm. son confort, son sucré, ses liens, tout l'écosystème dans lequel il a été sécurisé. Et puis à un moment donné, il sent quand même, comme tu me dis, on te nomme rebelle, mais toi tu te nommes explorateur. Ouais. Et puis il y a un parcours un peu classique, et puis à un moment donné, il y a des petits chemins de traverse, et puis il y a cette envie de trouver du sens, en fait, entre le petit, le grand, le fort, le faible, la force et le point d'effort. Donc c'est cette micro-tension-là, toujours, hein, qu'on parlait au début de rapport du jeune et de l'ancien, et comme s'il y avait deux forces en toi, finalement, de réceptif et d'actif, et que cette concordance que tu appelles alignement, cette concordance que moi j'appelle concordance des temps, en fait, se résonne. Pour moi, c'est une histoire de résonance plus que d'alignement, si tu veux, parce qu'on est toujours gouverné par des forces motrices, en fait, biologiques et à la fois cognitives. Donc il y a à la fois des élans, retrouver l'élan que tu peux retrouver, par exemple si tu jeûnes, tu sauras le goût de l'endive, ou tu feras faire la différence entre l'odorat de 10 pommes quand tu recommences à manger, parce que justement tu as fait une espèce de diète au monde ou à l'alimentation. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas forcément de le faire, c'est d'éprouver sensoriellement, de retrouver cette pulsion, cette canalisation énergétique qui permet quelque chose qui circule, des flows, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est aujourd'hui d'avoir exploré ces collectifs et de sentir le besoin et la force du partage et de se reconnaître d'humain à humain. Tu as senti qu'il y avait vraiment quelque chose et que pourtant, en toi, c'est ce que j'ai compris, tu vas me dire si c'est ça, hein, c'est pas évident d'épouser complètement le collectif. Ouais. Enfin, d'épouser, en tout cas de faire partie du collectif. Ouais. Je suis en chemin, mais je sais que c'est pour ça que je relie vraiment ce qu'on peut appeler développement personnel, enfin, ce travail intérieur avec le travail collectif. C'est que, en fait, je peux, aujourd'hui, si je veux réellement pouvoir faire collectif, il faut d'abord que j'arrive aussi à travailler, moi, ce lien à moi-même. Et ensuite, je pourrais pleinement me lier aux autres. Et c'est même pas un ensuite, c'est un en même temps. Voilà, c'est le collectif peut aussi m'aider à ça. Est-ce qu'il y a eu dans tes expériences dans les différents collectifs, est-ce qu'il y a eu à un moment donné quelque chose du domaine de la transe, du transcendantal, du passage, qui t'a particulièrement marqué? Pas de la transe, mais plutôt de la profondeur. Je suis allé toucher profondément. J'ai vécu un mois dans un monastère sur l'île de Lérins. Et là-bas, c'est vrai qu'il y a eu un temps de profondeur qui m'a permis vraiment de toucher des choses pleinement ancrées en moi et qui plutôt est venu m'apaiser, poser des bases pour pouvoir ensuite avancer. C'est comme si tu avais synthétisé un peu ton collectif intérieur. C'est ça. Parce qu'on est finalement bourré d'influences, ne serait-ce que transgénérationnelles. Enfin, bon, chacun y va selon ses croyances. Tu sens ça profondément en toi, ces influences de tes lignées? Ah oui, énormément. Ça te parle? Ça me parle beaucoup. T'as des petits rituels? T'as des routines? Le matin, je médite. Le soir, j'ai mon carnet de gratitude. J'ai des retraites tous les 6 mois où je pars marcher seul. Voilà, j'essaye de trouver ces espaces d'alignement, de Tu fais toujours du cohérence. Je fais malheureusement plus de foot à mon grand dame parce que ça me... C'est quand même ta base d'enfant d'aller jouer, taper dans un ballon, tout simplement. Ouais, c'est vrai que ça me ferait du bien peut-être, mais bon, je fais des choix et du coup, moi, le sport que je fais là aujourd'hui est plutôt solitaire, où je vais courir ou faire du yoga. Mais c'est marrant parce que ce petit garçon, quand même, il a tapé dans un ballon avec un collectif. Ouais, mais après, je fais beaucoup collectif. En termes de travail, je fais beaucoup collectif. Je bosse beaucoup là aujourd'hui avec d'autres personnes.
C'est quoi ton actualité d'aujourd'hui? Mon actualité d'aujourd'hui, c'est déjà la toute fin du bouquin. Là, on est, voilà, normalement, je vais envoyer le bon à tirer dans les prochains jours. Donc, il sera tout prêt et tout chaud pour la sortie qui sera le 20 mars, pour donc, le livre qui s'appelle Faire tribu. Et à côté de ça, ce livre, je le sors notamment pas tout seul, puisque en fait, déjà c'est un travail collectif. Il y a eu énormément de relecteurs et de relectrices qui m'ont permis de faire advenir ce livre. La maison d'édition, notamment mon éditrice qui s'appelle Elisabeth, a fait un travail énorme, et sans elle, le livre ne serait pas là. Et puis il y a aussi mon illustratrice qui s'appelle Juliette et qui a fait un gros travail et qui vraiment permet à ce livre-là d'exister. Et à côté de ça, moi je fais aussi des conférences où voilà, je partage dans les entreprises, dans les organisations, mais également dans les festivals, des moments qui nous permettent de se renouer réellement à cette puissance du collectif. Notamment, mon petit dada, c'est de faire des feux de camp. Donc en fait, je ramène un feu sur scène ou au sein des entreprises et en fait, on se réaligne autour du feu. Toi, je sais que la notion de tribu te parle beaucoup, et la plupart des tribus, quand même, historiquement, se renouent autour du feu. La guerre du feu, la paix du feu. Voilà, et donc moi, aujourd'hui, j'essaie de recréer ces moments-là. Comme le feu de la Saint-Jean, un peu. Tu sais, je me souviens, dans les villages, on faisait donc un grand feu de la Saint-Jean, les gens dansaient autour un peu les traditions de chaque région, tu sais, il y avait sa danse. Bien sûr. Et alors le truc, c'était pour être heureux, c'était des histoires de solstice, si tu veux, d'honorer le soleil, ou de sauter par-dessus le feu. Et donc il y avait un peu vaincre la flamme, la. C'est marrant parce que je trouve qu'aujourd'hui, on revient beaucoup à ces symboles aussi de rapport à la nature, aux éléments, la lune, le soleil, et comment ça influe aussi beaucoup sur cette rythmicité, cette biologie. Nos biologies. Ouais. Tout à fait. Et donc, tu fais des feux de camp et tu renoues les gens. Ouais, je me travaille avec mon petit feu de camp. C'est un bras zéro que tu mets sur scène? C'est un bras zéro intérieur. Que tu mets sur scène? Que je mets sur genre scène. Sur la scène du Grand Rex? Voilà. Pour l'instant, pas le Grand Rex. Mais bientôt, j'espère. Et donc, comment ça se passe? Les gens te commandent un moment d'authenticité? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise, pas une asso. En fait, il n'y a pas un collectif qui galère à faire collectif. Et c'est normal. C'est parce que voilà, cet art de faire communauté, cet art de faire ensemble. Sans faire de l'entre-soi. Sans faire de l'entre-soi. Mais cet art-là, c'est pas une science dure. Non. C'est toujours quelque chose qu'il faut se réaligner. Et aujourd'hui, on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas à faire ensemble. On nous a jamais, en tout cas moi, on m'a jamais appris à faire ensemble. Et donc, mon objectif, c'est après m'être allé inspiré de toutes ces communautés trouver l'abécédaire et la grammaire, voilà. de faciliter le faire ensemble. Voilà, donc je partage des grands principes, il y en a 10. Ouais, donc je partage ces principes-là. Bien sûr, ces 10-là, ils sont pas exhaustifs, mais ça donne une bonne base pour mieux faire ensemble. Les 10 comme ça, on peut les retrouver sur la newsletter qui s'appelle Faire tribu. Super, mais, je le citerai à la fin. Voilà, mais il y a premièrement la vision. La vision et la mission, on a besoin de ça pour faire collectif. Il y a ensuite la nécessité, surtout d'avoir une culture. Et donc, comment cette vision et cette mission, elles donnent vie à une culture. Il y a ensuite la nécessité d'écouter ses membres. Se dire, en fait... un peu bâton de parole, quoi. Bâton de parole, et se dire, mais c'est quoi... Enfin, pourquoi les gens, ils sont ici? Et donc, de relier à chaque fois tout ça à la vision, à la mission et à la culture. Il y a enfin le quatrième principe, moi, qui a été vraiment déclencheur pour moi de pas mal de changements de vision de ma manière de faire ensemble. C'est en fait, un collectif a besoin de frontières. Dans cette nécessité de cadre. Il y a besoin de cadre et il y a besoin de savoir qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième, c'est de se dire, mais en fait, certes, il faut écouter ses membres, certes, il faut des frontières, mais comment on crée des ponts entre les différentes communautés. Ensuite, il y a cette nécessité d'aller partager des histoires. En fait, on est des êtres humains qui en fait, c'est bien d'avoir des mots, des valeurs, mais ces mots et ces valeurs, c'est difficile de s'y relier. Par contre, des personnes qui vont incarner ces mots et valeurs, des histoires qui vont les mettre en avant, là, c'est beaucoup plus simple. Donc, comment on partage des histoires?
Ensuite, il y a un point, donc là, c'est notamment pourquoi je fais des feux de camp, c'est qu'il y a la nécessité d'avoir des feux de camp, donc des lieux de rassemblement qui vont permettre de à la fois créer du lien, mais créer de la confiance, de la légitimité. Ensuite, il y a l'importance de l'accueil, comment on arrive à entrer et comment ces premiers instants nous permettent de créer des premières briques de la coopération. Il y a aussi l'importance de comment on cultive les différentes échelles de sa communauté. Parce qu'en fait, une communauté, certes, si mettons on prend 100 personnes, on peut le voir à la grosse bulle de 100 personnes, mais dans cette bulle de 100 personnes, il y a des bulles de 50 personnes qui ont des sous-bulles de 20-30 personnes, qui ont des sous-bulles de 3 personnes. Et donc, comment en fait on arrive à nourrir ces différentes échelles, à la fois en leur sein, mais aussi entre elles. Et ça, notamment pour les entreprises, c'est essentiel. Notamment, des fois, je suis dans les grands groupes et en fait, ils ont leur propre vision, qui ont en fait, eux, des filiales, qui ont des sous-équipes, qui ont des sous-sous-équipes. Et donc, comment on crée du lien entre toutes ces différentes thématiques? Et en fait, à l'échelle d'un État, c'est la même chose. Pareil. Donc, c'est pareil. En fait, tu as vraiment... Il y a un peu les bases du scoutisme, modernisées, revisitées, avec une spiritualité élargie, avec des dogmes créés en collectif. Ça fait rêver. Et c'est génial parce que du coup, ce que je sens vraiment dans ce que tu dis et dans ce que tu ressens aussi, tu vois, avec ce petit enfant là qui est devant nous, c'est que tu as démarré avec, moi, mon truc, c'est de me positionner entre moi maintenant et moi vieux et de faire le lien entre les deux. Et en même temps, d'essayer d'acculturer ça pour un collectif et les collectifs pour refaire une communication au sens comme un. Mais au-delà de ça, moi, pourquoi je donne cet exemple, c'est de se dire que le fait, rien que de sentir que, je sais pas moi, de toute façon, je pense qu'on le sent dans ce que je partage. Sans S-E-N-T ou sans S-A-N-G? On le sent. Ce serait difficile de dire on le sent S-A-N-G, mais si on le sent dans mes manières de faire, aujourd'hui, un public qui est complètement opposé à moi, rien que le fait de sentir que quelqu'un que je vais pouvoir connaître, avec qui je peux avoir des atomes crochus, me dire qu'il appartient aussi à ce collectif, ça va m'aider à faire collectif. Complètement. Avec celui-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ces histoires d'État frontière, on va dire. Exactement. D'accord. Néanmoins, j'interrogeais l'histoire du sang et du sang, justement. C'est-à-dire ce que je sens. Est-ce que c'est parce que ça vibre dans mon sang, dans ma lignée, et que ma cellule de souche de mon arrière-grand-père réfugié arménien ou je sais pas quoi a une influence sur ma vie d'aujourd'hui? D'accord. Alors là, moi, je peux tirer le fil de ça et prendre un concept qu'un de mes mentors partage beaucoup, qui s'appelle The Planetism. Donc ça a été un concept qu'on partage notamment le Learning Planet Institute avec François Tadei. Et pour lui, en fait, il faut une vision qui soit plus large pour nous recentrer au niveau du vivant. Et cette notion, c'est de dire qu'on appartient tous à la même planète. Et que du coup, dans notre sang, il peut y avoir ça. Complètement. Je dis ça parce que c'est un jeu de mots, autrefois, en parlant de, je ne sais pas si tu as étudié les peuples autochtones d'Amérique du Nord, mais quand les femmes avaient leur lune, donc leur sang, leurs règles, elles s'enfermaient dans une tente qu'on appelait la tente rouge, je crois, ou les Moon Lodge, j'ai un podcast là-dessus. Et en fait, parce que on disait que c'était le moment où elles étaient le plus proches d'une forme d'intuition. On dit qu'un homme doit faire 20 ans de méditation pour acquérir cette intuition-là, et que quand elles avaient passé 3-4 jours, le temps de leur lune, dans cet endroit, les hommes attendaient à la sortie pour dire « Alors, vous avez vu quoi ?» Ça s'appelait le temps de la vision. Ah, génial. Et donc, ça me fait écho à ce qu'on disait, le sens, c'est le sang et ce que tu sens. C'était anodin, mais ça m'a rappelé écouter son sang. C'est aussi écouter cette intimité, en tout cas pour les femmes, ce temps des lunes et ce temps du rythme, quand on parlait des solstices, et que le temps de digestion et le temps d'intégration et le temps de proximité avec le vie-mort-vie pendant un mois des lunes n'a pas la même... il y a une disponibilité à la vision, comme les pittis ou les mythes fondateurs, et les hommes ont un autre cheminement hormonal, biologique, peut-être, je ne sais pas comment ça évolue, peut-être nos hormones évoluent aussi avec les générations, j'ai pas assez d'expertise là-dessus. Mais je me dis que cette histoire de vision, elle est aussi organique.
Je partage. Je t'avoue que je pense qu'en tant qu'homme, je suis beaucoup moins relié à ça. Mais tu le sens chez les femmes? Oui, moi, ma copine, elle est très sensible à ça et je le sens et ça ne s'invente pas. Je parlais de ça parce que comme tu parlais que tu avais le désir d'être père, Ouais, pour moi, il y a justement ce contact avec la femme, les lunes, le sang, bien la sûr. fécondité, Ouais, et que c'est une tribu intérieure pour créer déjà sa tribu cellulaire, hein, puisqu'on parlait de transmission. ouais. Avec toi, ta quête de collectif, de Mm. l'infini, du micro et du macro, on Bien va sûr. dire, et que dans cette étape de refaire tribu à l'intérieur de toutes ces influences que tu as pu avoir et la sensibilité que tu as, et de se relier à la vision avec une femme qui, elle, est en connexion peut-être plus intime avec cette expérience vie-mort-vie tous les mois. Comment toi, tu peux y puiser aussi peut-être une écoute ou une vision où toi, tu vas y aller différemment avec ta masculinité. Bah, ça me donne envie, hein. Ça me donne envie de me rapprocher de ça. Je sais pas, mais c'est une proposition, je trouve, pour relier justement les peuples autochtones et des traditions d'écoute sensorielle de la vision, puisqu'il y a des peuples autochtones qui ont travaillé la vision, avec ça. Ouais. Biologique, inspiration, incarnation, différence, reliance, et articuler et proposer ça. Et canaliser les passions, les pulsions. Déjà, nous, tu vois, commencer. Donc, il y a peut-être quelque chose de l'intime à retrouver. Et que du coup, ta vulnérabilité, finalement, c'est ta force. Ah bah, j'en suis persuadé. Et du coup, d'écouter, tu vois, ce leader que tu es, cet éclaireur que tu es, qui aurait peut-être, comme tu me l'as témoigné, du mal à faire collectif, mais revenir au petit collectif. Ah oui. Pour trouver la vibration du grand. Oui. Excuse-moi, hein, j'ai peut-être un peu loin. Non, mais je pense que tu vises juste. Et c'est tout le travail que je suis en train de faire en ce moment. Merci beaucoup de ta confiance, Hugo. Merci Emmanuel pour l'invitation. Et je te souhaite plein de douceur, d'ambition, de force et de joie dans le monde. Bah, je prends tout ça. Hein. Merci beaucoup. C'était un échange sensible. Je pense que c'est comme ça que j'aimerais bien le terminer, cet échange, parce que ça avait touché plein de différents éléments que j'ai pas forcément l'habitude d'aller chercher et d'explorer, en tout cas en public. Donc merci pour ça. Bah écoute, moi j'ai mon truc, c'est l'intelligence sensorielle du monde, et j'espère que tu vas pouvoir en faire plein de choses pour qu'on ait vraiment une version plus sensible de nous-mêmes qui puisse prospérer. Merci beaucoup. Merci Hugo Paul de nous encourager à explorer des chemins moins fréquentés et recréer du lien, bâtir des communautés et redonner toute sa place au collectif. Cultivons la confiance, le partage et la vulnérabilité pour un monde plus humain, plus heureux. Et si ce n'est déjà fait, lisez le livre Faire Tribu. Abonnez-vous à sa newsletter Faire Tribu et suivez Hugo Paul sur les réseaux. Prochain épisode de Sensoscopie le 6 avril qui va toucher notre épiderme et notre nombril pour rester centré, cultiver ses pleins potentiels et mieux servir le collectif. Le jeu, le tu, le nous, quoi, comme d'hab.